Ok, eh ben c'est parfait. On va enfin pouvoir commencer. Euh, Merci à tous. Donc, effectivement, après la victoire de Donald Trump, on a beaucoup entendu dans les médias français et aux États-Unis aussi qu'elle marquait sans doute un tournant, si ce n'est la fin du wokisme. Alors, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus en essayant de comprendre comment tout ça fonctionne et d'abord revenir un tout petit peu, même si ça va être très sommaire, sur ce qu'est le wokisme. Parce que, comme vous l'avez sans doute déjà souvent entendu, un petit peu comme ces derniers jours sur la théorie du genre, on a une partie des militants woke, ou en tout cas des médias progressistes, qui nous disent que le wokisme n'existe pas, que ça aurait été une invention euh, faite par les mouvements conservateurs pour critiquer la gauche américaine notamment et la gauche française. Alors, vous retrouverez une petite brochure qui est disponible sur notre site du CERU un peu une histoire du wokisme, une histoire de ses fondements philosophiques, mais je vais essayer de vous expliquer très rapidement ce qu'est le wokisme. La première chose, c'est qu'effectivement, le mot woke, donc qui veut dire être éveillé, est un mot qui, dès les années 50, va être utilisé par la communauté noire américaine et notamment par Martin Luther King pour essayer d'insister sur le fait qu'il faut rester éveillé, mobilisé contre les discriminations. Et ça va être repris en 2008 et c'est là qu'on a le début de cette évolution qui va être ensuite assez forte par une chanteuse américaine qui s'appelle Erykah Badu et qui va, dans sa chanson en 2008, sa chanson Master Teacher, reprendre comme refrain I stay woke, I stay woke. À partir de ce moment-là, ça va réellement devenir une des devises du mouvement black américain et on va le retrouver notamment dès 2013 avec la création de Black Lives Matter qui va en faire un petit peu son mantra. L'adjectif va même devenir extrêmement populaire en 2020 lors des manifestations qui ont suivi le décès de George Floyd, puisque le hashtag Stay Woke va devenir le hashtag le plus populaire et le plus repris pendant quelques semaines sur l'intégralité des réseaux sociaux occidentaux. Donc le mot woke vient réellement au début de militants et qui, par ce mot-là, essayent de désigner leur capacité à rester mobilisés, éveillés. Et éveillés, c'est assez intéressant parce que ça dit une autre dimension, c'est-à-dire qu'ils se disent que eux voient des discriminations que nous ne voyons pas. Et en cela, ça reprend un concept qui avait été forgé par deux penseurs du mouvement black américain, William Gere et Price Cobb, qui dans leur livre qui s'appelle La rage noire en 1978, en 1968, pardon, parlaient d'une paranoïa saine. Ça va être d'ailleurs repris quelques années plus tard par Charles Julian Moore, qui est un activiste américain woke et qui va définir le wokisme comme cette paranoïa saine, c'est-à-dire cette capacité à voir l'invisible, à détecter les discriminations que les autres ne voient pas. Et donc, petit à petit, le mouvement woke va être un mouvement, effectivement, qu'on va appeler aussi le mouvement de la justice sociale, avec des gens qui sont capables, selon eux, de détecter et de combattre des discriminations que même les principaux intéressés ne voient pas forcément. Et c'est en ça que la machine va être une machine extrêmement intéressante et extrêmement efficace parce qu'elle va être une capacité à aller toujours plus loin dans la détection des discriminations, des agressions, des micro-agressions. En fait, on va aller toujours plus loin dans cette définition-là. Ce mouvement du wokisme, et là, je m'excuse, mais je vais aller très très vite, c'est un mouvement qui a des racines extrêmement profondes. En réalité, les racines du wokisme, et j'y reviens dans cette petite brochure, ont presque 100 ans. Donc il ne faut pas espérer que ce mouvement soit comme une feuille morte et qu'il disparaisse emporté par les vents de la raison. Malheureusement, il est très enraciné dans une culture
extrêmement forte et dans des références théoriques qui sont importantes. Ce mouvement-là, notamment, on va le retrouver, qui va se structurer autour de deux grands mouvements. La French Theory. La French Theory, pour faire court, ce sont des intellectuels français qui, après mai 68 en France, vont se retrouver mis en porte-à-faux à l'université française. En gros, le Parti communiste français, qui va reprendre le contrôle des universités après mai 68, va juger que certains intellectuels qu'ils qualifient de gauchistes eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui considèrent que il y avait une partie des intellectuels qui ont délaissé les questions sociales et notamment de lutte des classes sociales pour des questions qui étaient essentiellement liées à des questions sociétales, et qui vont remettre en cause les fondements même du marxisme. Et bien, ces gauchistes-là, les communistes français vont les exclure petit à petit de l'université, en tout cas vont faire en sorte que leur carrière soit un peu empêchée. Et donc, ces intellectuels-là vont aller aux États-Unis, et on parle ici de Derrida, Deleuze, Foucault, et ils vont trouver aux États-Unis un accueil extrêmement positif à leurs idées, et cet accueil-là va être notamment rendu possible par l'effervescence qui régnait sur ces campus américains. On parlait des Radical 60s et des années 70, des Savage 70s, où effectivement on va avoir une vraie volonté d'avoir un activisme beaucoup plus ancré aussi sur les succès sociétaux. Et c'est le début des grands mouvements LGBT, c'est le début, c'est déjà des mouvements autour notamment des Black Powers, des Black Panthers. Et donc, on a la rencontre de la French Theory, donc de théoriciens français qui vont développer le structuralisme et le post-structuralisme, et de mouvements activistes extrêmement vifs et extrêmement dynamiques. Et c'est la rencontre entre ces deux entités, des théoriciens et des militants, qui va créer ce qu'on va appeler plus tard le wokisme. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ce concept-là, on pourra peut-être y revenir dans les questions, ou en tout cas, je vous invite à lire cette petite brochure qui fait un peu l'histoire de tout ce mouvement-là. Ce qu'il faut avoir en tête pour mieux comprendre, parce qu'on ne va pas rentrer, comme je vous disais, dans la théorie, je vais peut-être vous expliquer comment il se manifeste. Et un des meilleurs moyens de comprendre les grandes, ce qu'est le wokisme aujourd'hui, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est d'abord un mouvement qui se base sur le ressenti. La réalité est moins importante pour eux que ce que ressentent les gens. Et ça va donner notamment l'occasion à beaucoup de gens de mettre en avant leur ressenti pour dire que leur identité est fondée d'abord sur ce qu'ils souhaitent qu'elle soit et pas forcément sur des indicateurs biologiques, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples de ces porte-drapeaux du wokisme aujourd'hui. La première que vous avez sans doute connue parce qu'elle a gagné l'Eurovision il y a quelques années, c'est Conchita Wurst, une Allemande, qui décide, et là on est totalement dans le ressenti, qui décide qu'il faut qu'on la considère comme une femme. Sauf que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un transgenre, c'est-à-dire que ce n'est même pas un transsexuel. Elle n'a fait aucune opération. Elle reste biologiquement un homme, puisque vous voyez qu'elle porte même la barbe, mais elle souhaite qu'on la considère comme une femme parce qu'elle se ressent comme une femme, même si elle a gardé tous les attributs d'un homme. Donc on est tout à fait dans cette prédominance des ressentis. C'est parce qu'elle ressent qu'elle est une femme qu'elle veut que la société la considère comme une femme, même si elle n'a aucun des attributs biologiques, anatomiques d'une femme. On a une chose un peu similaire avec Rachel Dolezal. Rachel Dolezal, ça a été la première considérée comme femme transrace. Rachel Dolezal, vous voyez la jeune femme blonde, en fait, c'est elle quelques années plus tôt. En fait, il y a eu un mini-scandale, et vous pouvez d'ailleurs retrouver son histoire, je crois, dans un documentaire Netflix en ce moment. Rachel Dolezal, c'était l'une des porte-parole d'un des principaux mouvements de Black américains. Sauf que, à un moment donné, ses parents ont révélé que Rachel Dolezal n'était pas noire de naissance, mais
qu'à l'origine, elle était une jeune fille blonde et que c'est suite à la prise de certains produits et de certaines hormones qu'elle a bruni sa peau et qu'elle a changé de coupe de cheveux. Et elle veut qu'on reconnaisse que s'il y a des gens qui ont le droit de se sentir être des transgenres, il y a aussi la possibilité de choisir à quelle race on s'identifie. Et elle a décidé, Rachel Dolezal, de devenir donc une des premières trans races. Ça a été très très mal reçu d'ailleurs, puisque à la différence du transgenrisme, aujourd'hui c'est encore assez mal reçu et une grande partie de la communauté black américaine l'a attaqué en disant que c'était pas concevable qu'elle s'identifie comme noire et qu'elle devienne l'une des porte-paroles des mouvements noirs. Vous avez alors, celui-ci est encore peut-être plus inquiétant, on pourrait presque dire, Jorun Victoria Alm, en réalité, à l'origine, c'est un homme valide. Et il a décidé, c'est un Suédois, il a décidé il y a quelques années de s'identifier comme une femme handicapée. Et donc, à ce titre-là, il fait valoir que son ressenti est plus fort que la réalité et qu'il faut qu'on le considère comme si c'était une femme handicapée. Dernier exemple, parce que c'est peut-être un des plus connus en France, Christine and the Queen, qui était une chanteuse qui a même été lors des cérémonies des Jeux paralympiques, celle qui a fait la cérémonie d'ouverture ou de clôture, j'ai un doute. Alors elle, ce qui est intéressant, c'est que en quelques années, elle est passée par beaucoup de ressentis différents, ce qui lui a fait changer son identité. Alors à la naissance, elle s'appelle Héloïse. Elle prend comme beaucoup d'artistes un nom d'artiste qui est Christine and the Queen. Elle revendique alors dans ses premières années de métier son identité féminine. Puis elle décide de devenir un homme et elle se fait appeler Chris. Ensuite, elle devient non-binaire, elle garde le prénom de Chris. Puis elle va décider de prendre le prénom de Raïm parce qu'elle se considère comme à la fois un homme et à la fois comme d'origine musulmane. Et elle tient à prendre l'un des 99 prénoms du prophète. Mais ça va être extrêmement mal perçu, elle va être attaquée en appropriation culturelle et elle va du coup renoncer et désormais elle se fait appeler Redcar. Et donc on a vraiment cette volonté de montrer que pour eux la réalité importe peu, ce qui importe le plus c'est les ressentis. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on comprend que dans le wokisme, une fois que l'identité elle est aussi basée sur cette sensibilité, il faut que le reste de la société l'accepte. Et c'est là qu'on a une forme d'hypersensibilité agressive. C'est-à-dire que on a des gens qui, j'ai coutume de dire, vous avez chez les militants woke des gens qui sont hypersensibles et qui ont un Kleenex dans une main et une batte de baseball dans l'autre. Parce qu'ils vont essayer de vous imposer, excusez-moi, vous imposer leur réalité. Par exemple, la notion de mégenrage. Le mégenrage, c'est désormais reconnu dans le code pénal comme une agression, comme du harcèlement. Et le mégenrage, c'est par exemple le fait, je reviens à la page d'avant, si Conchita Wurst, que vous avez ici, vous la rencontrez dans la rue et que vous lui dites bonjour monsieur, la première fois ça passe, mais si vous continuez à l'appeler monsieur ou à lui dire il, on considère aujourd'hui, et le code pénal le dit, la justice le dit, que c'est une forme de harcèlement. Ça s'appelle du mégenrage. Et donc, à ce titre-là, vous pouvez être attaqué, et en tout cas, des communautés woke vont vous attaquer assez fortement. Où cette hypersensibilité est agressive, c'est qu'effectivement, c'est contenu dans la volonté d'imposer par la force ou ou par la volonté de canceller les gens leurs opinions qu'ils jugent effectivement beaucoup plus importantes. À ce titre-là, il y a un auteur qui est très intéressant, très important, c'est Marc Bray. Marc Bray, c'est un des penseurs de l'antifascisme qui, en 2018, va écrire un manuel sur l'antifascisme où il va essayer de redéfinir à la lumière du wokisme ce qu'est pour lui l'antifascisme du quotidien.
et il va être là-dessus assez intéressant parce qu'il va définir ce que doit être justement la notion d'agressivité nécessaire pour obliger les gens à justement accepter ces théories woke. Il explique par exemple, on ne peut pas toujours changer les croyances de quelqu'un, mais on peut évidemment les rendre trop coûteuses politiquement, socialement, économiquement et même parfois physiquement. L'objectif, c'est de faire pression sur les gens, notamment en les attaquant sur les réseaux sociaux, une forme de harcèlement qu'on a beaucoup eu dans la cancel culture. Ça va être essayer de faire pression sur les employeurs de quelqu'un en dénonçant justement une forme de racisme, une forme d'homophobie, une forme de transphobie. Et en fait, tout ça, ça va être mis en place avec des stratégies extrêmement agressives. J'y reviendrai dans la question si vous voulez, mais ça concerne à la fois ceux qui ne sont pas woke et aussi dans la communauté woke, on sent que cette agressivité, elle est consubstantielle et entre eux, il y a souvent beaucoup d'agressivité. Ce qui est grave, c'est que ça commence à cranter dans l'opinion publique, mais aussi chez les élus. On a le ministre de l'Environnement du Canada, Stephen Guilbeault, qui dit que le droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre commence. Et donc, c'est bien l'idée que tout devient relatif et que c'est la blessure, donc la sensibilité de quelqu'un qui fait ce qui est légal ou pas légal, ce qu'on a le droit de faire ou ne pas le faire. Et c'est cette hypersensibilité-là qui cause effectivement beaucoup de problèmes. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête dans le wokisme, c'est que le wokisme s'appuie beaucoup sur des concepts qui sont des faux amis. Faux amis au sens qu'on a notamment quand on dit que certains mots anglais sont des faux amis, c'est-à-dire que ils ont un sens qui n'est pas celui qu'on croit, auquel on croit. Par exemple, la question du racisme. La question du racisme systémique, on a l'impression dans le monde woke que le racisme, c'est la même chose que le racisme qu'on combattait il y a quelques années. En réalité, on a des choses extrêmement différentes puisque dans l'idée du racisme systémique, notamment tel qu'il a été défini par Robin DiAngelo, qui est l'autrice, alors qui est une femme, une universitaire, une avocate et universitaire blanche qui va travailler sur ces questions, elle va expliquer que le racisme systémique, c'est le fait que l'ensemble de notre culture, l'ensemble de nos institutions sont structurellement racistes. Et donc, celui qui est raciste, c'est pas celui qui commet un acte raciste, mais c'est celui qui vit dans ce système-là. Et c'est celui qui, du coup, est né dans ce système-là. Donc, pour elle, par exemple, tous les Blancs sont racistes. Et elle considère, et c'est là où on a un renversement de valeur totale, que finalement, celui qui avoue son racisme est moins raciste que celui qui pense qu'il ne l'est pas. À ce titre-là, c'est ce qui explique beaucoup de choses sur le racisme systémique, c'est toute cette volonté petit à petit d'imposer, de voir du racisme partout. Par exemple, Robin DiAngelo nous dit que la ponctualité relève du suprémacisme blanc et que vouloir imposer des règles comme de la ponctualité, c'est imposer notre culture blanche à des gens pour qui la ponctualité ne serait pas une valeur cardinale. En faisant ça, on peut se demander qui est le plus raciste, parce que ça voudrait dire que des personnes qui ne seraient pas blanches ne seraient incapables d'être ponctuelles. Mais c'est clairement une des positions. On retrouve la même chose plus récemment et plus proche de nous avec Jean-Louis Anselme. En novembre 2023, Jean-Louis Anselme, qui est un anthropologue et un chercheur de l'École des hautes études en sciences sociales, a étudié la grille de radio classique. Et il considère que cette grille-là est constituée par un bloc musical blanc et conservateur. Et il reproche surtout à ce socle de faire partie d'un environnement artistique, culturel et journalistique bourgeois et de droite. Et pourquoi il considère que c'est de droite, voire d'extrême droite? Parce que la radio classique, les animateurs ont une diction qui dénote selon leur appartenance à un groupe social donné, du moins de leur position de classe. Radio classique est le domaine par excellence du français châtié et bien prononcé. Le fait de parler correctement le français
avec un langage châtié et bien prononcé. Pour eux, c'est déjà une forme de racisme, parce que ça veut dire que par ce langage-là, on tente d'exclure certains autres. Donc là aussi, on a un renversement total de valeurs, parce que l'objectif, c'est pas du tout de lutter contre une acte, mais c'est de faire croire que tout est raciste et tout est à déconstruire. L'objectivité forte, c'est la même chose. C'est un autre concept sur lequel je reviens plutôt dans la brochure, mais qui est intéressant parce que on voit la volonté d'utiliser le même mot pour des concepts radicalement différents. L'objectivité forte, c'est une penseuse qui s'appelle Sandra Harding, qui va vous dire dans un des dans ses travaux que pour être objectif, il faut être concerné et il faut avoir une visée politique. Et seuls sont objectifs les personnes qui ont une vision démocratique, antiraciste et antisexiste de la science. En réalité, quand elle définit aujourd'hui l'objectivité forte telle que les militants woke la considèrent, elle remet en cause totalement ce qu'est l'objectivité classique. C'est-à-dire l'objectivité, normalement, c'est la neutralité, il faut être en dehors de son sujet, il faut le regarder avec un regard qui a un peu de hauteur, et surtout, il ne faut pas vouloir imposer une grille idéologique à la recherche que l'on met en place. Elle nous explique exactement le contraire, mais elle utilise le même mot. Comme pour racisme, en fait, on utilise des mots, mais on veut leur faire dire des choses totalement différentes. Et c'est à cause de ça que finalement, il y a une grande partie des gens qui se sont laissés petit à petit entraîner dans cette idéologie wokiste parce qu'en fait, ils pensaient combattre les discriminations comme on les combattait avant, combattre le racisme, combattre les injustices, développer une science beaucoup plus ouvertes, alors qu'en réalité, les concepts qui avaient été mis en place voulaient dire des choses assez différentes. En réalité, et là je m'excuse parce que je vais très très vite et je tire ça à grands traits, le point commun de tout ça, c'est la volonté de déconstruire notre culture occidentale, la culture et de désigner comme ennemi et adversaire emblématique l'homme blanc qui est pour eux celui qui est le grand dominant. Et tout le wokisme va consister à essayer de déconstruire quelles sont les dominations visibles et invisibles qui permettent à l'homme blanc, d'après eux, de continuer à dominer nos sociétés. Et ça va avoir effectivement un impact très fort dans la campagne américaine. Parce que est-ce que le wokisme a fait gagner Trump? En réalité, on s'aperçoit que oui. On a un sondage qui est sorti le 8 novembre 2024, tout de suite après les élections, et qui a été fait par un institut Blueprint, qui est un institut démocrate. Et ils ont posé aux électeurs pourquoi, qui étaient plutôt démocrates, pourquoi ils n'ont pas voté pour Kamala Harris. Il y a trois raisons qui sont arrivées en tête. La première, c'est l'inflation, et ils ont jugé que l'équipe Biden avait été insuffisamment efficace pour lutter contre l'inflation. Le deuxième sujet, c'est l'immigration, où ils ont jugé que le programme de Kamala Harris sur l'immigration était beaucoup trop faible et qu'elle-même avait eu cette mission dans l'équipe Biden et qu'elle n'avait pas été capable de juguler l'immigration. Mais plus surprenant, le troisième point qui est arrivé, c'est la question de la transidentité. Ils ont estimé que voter Kamala Harris, c'était donner un blanc-seing à des mouvements qui prenaient la transidentité, notamment dans le sport, puisqu'aux États-Unis, ça a été un très très grand sujet ces derniers mois. C'est le fait de savoir si on devait accepter ou pas que des sportifs nés hommes puissent, après avoir simplement déclaré qu'ils étaient devenus des femmes, sans faire d'ailleurs toujours les changements anatomiques, puissent concourir dans des sports féminins. Il y a eu ces questions-là, il y a eu aussi les questions de la transidentité à l'école, et tout ça fait qu'il y a une partie importante des électeurs démocrates qui n'ont pas souhaité voter Harris à cause de ça. 17% des électeurs estiment que Kamala Harris est trop concentrée sur les questions culturelles comme le transgenrisme.
Et où ça a eu un impact important, c'est que 28% des indécis qui ont fini par voter Trump pensent exactement ça et ont coché cette case-là. Donc, on voit bien que la question du wokisme et de la transidentité a servi de repoussoir pour une partie des indécis. Et oui, à ce titre-là, on peut dire qu'il y a eu un effet important du wokisme dans la victoire de Trump. D'autant plus que on voit que contrairement à ce que voulait Kamala Harris, avec une volonté d'afficher, comme le font beaucoup les démocrates, une politique basée sur les communautés, Trump a réussi à créer une coalition multiraciale et populaire. Il a certes réussi à rassembler autour de lui 55% du vote blanc, mais bizarrement, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu en France, le vote des Blancs a été moins important pour lui que lors des précédentes élections. Il fait moins 3 points parmi le vote des Blancs. Où il progresse, c'est chez les Latinos et un petit peu chez les Noirs américains, notamment chez les hommes. Et on a là-dessus effectivement un prisme genré qui est très fort. On voit que 60% des hommes blancs ont voté pour Donald Trump, moins 2. 54% des latinos, plus 18 points chez les latinos, c'est très très important. Et 20% du vote des Afro-Américains, là aussi, contrairement à tout ce qui avait été dit et aux campagnes où on a voulu le faire passer pour quelqu'un de raciste, etc., etc., les latinos, les Afro-Américains ont plus voté Trump cette fois-ci que lors des précédentes élections. Et même le vote féminin, en réalité, il fait plus de points par rapport à 2016. Et là encore, c'est essentiellement grâce au vote des femmes hispaniques. Et le wokisme, notamment chez les hommes latinos et chez les hommes afro-américains, a été un des grands vecteurs de cette remontada pour Trump. Parce qu'ils ont jugé qu'il y avait un risque, effectivement, de voir leurs valeurs, leur position, leur civilisation être remise en cause par finalement le wokisme qui est considéré quand même à raison comme étant une idéologie née parmi les élites blanches et qui en réalité instrumentalise beaucoup les communautés. Et donc on a ce premier retour-là qui est effectivement est assez intéressant parce qu'il montre à quel point, contrairement à ce qu'on a pu penser, et qui explique beaucoup le phénomène de sidération qu'il y a eu après la première élection, après l'élection, que oui, Donald Trump a bénéficié du report de voix qui n'était pas prévu, en grande partie à cause notamment de l'inquiétude sur la question des transgenres et sur la question du wokisme et sur ce qui se passait dans les facs américaines. Parce que le 7 octobre en France comme aux États-Unis a été un révélateur de la radicalité de certains mouvements woke qui ont pris fait et cause pour des mouvements pro-Hamas. Et ça a aussi pas mal choqué une partie des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la campagne, à ce moment-là, Kamala Harris va aller d'ailleurs assez loin, puisque quand elle s'aperçoit que les latinos, et notamment les hommes afro-américains, sont prêts à voter plus Donald Trump que par le passé, elle va, dans les dernières semaines, lancer une véritable campagne, on en parle d'ailleurs sur le site de l'Observatoire du wokisme, en faveur et en direction des hommes afro-américains. Et une campagne qui est extrêmement woke et qui, là aussi, on s'aperçoit que petit à petit, cette forme de wokisme ne leur permet plus de voir qu'en réalité, c'est eux qui développent des arguments extrêmement racistes. En gros, Kamala Harris va mettre en place plusieurs mesures pour les hommes américains, faciliter les investissements dans les crypto-monnaies à destination des hommes américains en garantissant pour eux et pour eux seuls le fait qu'une partie de leurs investissements serait garantie en cas de perte. Donc on ne voit pas bien pourquoi il y aurait ça, mais le plus grave, ce qui aurait dû être perçu comme une forme de racisme absolu, elle va dire qu'elle souhaite dépénaliser le cannabis et développer le commerce du cannabis parce que selon elle, les hommes afro-américains sont doués dans le commerce des drogues. Honnêtement,
c'est d'un racisme absolu, mais elle considère, parce que justement il y a cette volonté woke de favoriser à tout prix des minorités et de considérer qu'il y a des cultures qui seraient différentes, dans une forme de différentialisme exacerbé, que c'est une position acceptable. Alors, est-ce que tout cela veut dire que c'est la fin du wokisme aux États-Unis? C'est la question qui a été sans doute un peu trop rapidement posée. Alors certes, on a, après ces élections-là, un vrai mea culpa de certains soutiens du Parti démocrate ou même de certains candidats du Parti démocrate. Je ne vais pas vous en donner beaucoup, mais il y en a un qui est assez intéressant parce qu'il a été, c'est très récemment que Michael Douglas, qui a été un des grands défenseurs du Parti démocrate et qui a été un des soutiens de Kamala Harris, va expliquer que il se rend compte et il le regrette fortement que les républicains forment le parti du peuple et nous sommes devenus ce parti d'élitistes de gauche et il considère que effectivement c'est fou et très regrettable. D'autres voix vont tout de suite, après la défaite de Kamala Harris, aller un peu dans ce sens-là. Et on a notamment Gilberto Hinojosa, qui est le président du Parti démocrate au Texas, et qui a immédiatement souhaité que les démocrates renoncent aux thèmes les plus woke de leur programme. Sales Moulton, qui est membre de la Chambre des représentants démocrates du Massachusetts, va même jusqu'à déclarer « J'ai 2 filles et je ne veux pas qu'elles se fassent écraser en sport par un homme ou un ex-homme. Mais en tant que démocrate, je suis censé avoir peur de le dire. » Où on peut être peut-être inquiet sur la suite, c'est que ces 2 représentants démocrates, pour le premier, Gilberto Hinojosa, il a été obligé de démissionner du Parti démocrate après avoir dit ça, ce qui est la preuve que le wokisme n'est pas encore mort. Et Seth Moulton, son directeur de cabinet, a démissionné et il a eu des grosses pressions de son équipe pour essayer de l'obliger à faire machine arrière. Donc on voit bien que la machine démocrate, même si effectivement elle a compris que le wokisme avait été sans doute un des vecteurs de sa défaite, n'est pas prêt à y renoncer parce que pour eux, c'est quelque chose qui est devenu structurant. Il y a une forme de recherche de la pureté morale en montrant que eux voient des discriminations, comme je disais, que nous ne voyons pas. Et donc, à ce titre-là, ils se sentent supérieurs et donc ils rejettent tous ceux qui renoncent à ça. Alors, malgré tout, aux États-Unis, et c'est ce qui explique que petit à petit, on voit un mouvement woke qui recule, c'est que le mouvement anti-woke s'est structuré. Si on a eu ces résultats, si on voit, comme je vais venir, des endroits où le wokisme recule aux États-Unis, ce n'est pas du tout un mouvement spontané. C'est d'abord un mouvement qui s'est structuré et qui a été organisé. La campagne, par exemple, pour dénoncer la transidentité dans le sport pendant la campagne présidentielle, elle a été massive. 65 millions de dollars ont été investis dans des spots télé pour dénoncer le wokisme et la transidentité. Donc on voit bien que ça a eu un impact, mais cet impact-là, il ne s'est pas fait naturellement. Il a fallu effectivement que une campagne s'organise et que des mouvements anti-woke se structurent. La deuxième grand événement, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, où il y a eu des tribunes dans la presse, vous avez des articles, et sur le site de l'Observatoire du wokisme, que je vous invite à consulter régulièrement, on a relaté tout ça. Il y a de nombreuses entreprises qui ont enclenché la marche arrière pour aujourd'hui revenir sur le wokisme. L'emblématique, c'est peut-être Walt Disney, parce que Walt Disney a été pendant très longtemps, vous vous en souvenez, l'un des fer de lance du wokisme. Ils avaient supprimé certains dessins animés des plateformes pour enfants, comme les Aristochats, etc., pour les mettre sur les plateformes adultes avec des avertissements en disant que certains propos pouvaient être discriminants et assez dangereux pour les enfants parce qu'ils étaient soi-disant racistes. Et on a eu beaucoup de dessins animés qui ont été comme ça mis à l'index.
Et puis, dans les nouvelles créations, l'idée, ça a été de mettre en avant absolument le plus possible de personnages woke dans tous les Walt Disney, que ce soit dans les dessins animés ou dans les séries. Dana Watson, qui était l'une des responsables de Disney TV, en charge notamment de la création, disait il y a quelques années qu'elle recevait beaucoup de scénarios magnifiquement écrits, mais que parce qu'ils ne remplissaient pas les critères d'inclusivité que Disney avait mis en place, elle était obligée de les refuser. Ce qui fait qu'on voyait bien que le principal argument en tout cas le principal élément sur lequel était jugé un scénario, c'était pas sur la qualité de l'histoire, ni la qualité des personnages, mais sur les critères d'inclusivité et le wokisme. D'autres, Walt Disney, mais comme beaucoup d'autres studios, ont même mis en place ce qu'on a appelé des sensitive readers, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de réécrire les scénarios en regardant justement toutes les agressions ou micro-agressions qui pouvaient être incluses dans un scénario parce que ça pouvait blesser telle ou telle communauté. En 2023, alors excusez-moi, il y a une erreur, c'est Bob Iger, le PDG de Disney, qui était un des PDG historiques, qui a été rappelé et a essayé justement de siffler la fin de la récré. Et dans un séminaire à New York, en novembre 2023, il va dire « Les créateurs ont perdu de vue ce que devrait être leur objectif numéro un. Nous devons d'abord divertir. Et il ne s'agit pas d'envoyer des messages. » Et donc, on a voulu avoir chez Disney une remise à plat de tout ça, qui commence, mais qui est très longue, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de créateurs et de créatifs chez Disney sont encore très imprégnés de cette culture woke, et le studio a du mal à trouver des créatifs qui s'intéressent d'abord à l'histoire sans tous ces critères d'inclusivité. On a depuis ces quelques derniers mois beaucoup d'entreprises américaines qui annoncent refuser et rejeter désormais le wokisme. Jack Daniel, le président de Jack Daniel, a dit par exemple que le monde avait changé et que désormais ils allaient se concentrer sur ce qu'attendaient leurs clients et pas sur des critères d'inclusivité et de diversité. Ça a été la même chose pour Harley Davidson, pour Tractor Supply, très récemment Walmart qui est l'équivalent, qui est le plus grand centre de distribution de supermarchés aux États-Unis, qui vient d'annoncer qu'il rejetait tous les critères de diversité, qu'il arrêtait toutes les campagnes de diversité. Ça a été le cas de Budweiser. Budweiser, c'est très intéressant parce que Budweiser, il y a 2 ans à peine, ils avaient lancé une campagne de publicité pour une de leurs bières avec comme égérie un influenceur trans. Et ils avaient vraiment voulu mettre en place une politique extrêmement woke. Sauf que immédiatement, ils ont perdu 5 milliards de capitalisation boursière. Depuis, l'entreprise a fait machine arrière totale et là, désormais, ils viennent de sortir une publicité où ils se moquent ouvertement des militants woke. Et donc, on voit que certaines entreprises comme Toyota, Caterpillar, Boeing, Budweiser, Ford, Walmart et quelques autres ont renoncé aux États-Unis à mener une politique woke. Alors, pourquoi ils l'ont fait? En raison d'une triple prise de conscience. Cette triple prise de conscience, en gros, on peut l'expliquer ainsi. La première chose, c'est que désormais, les activistes woke n'ont plus le monopole de la mobilisation. Avant, les entreprises se disaient que finalement, les seuls qui pouvaient les interpeller, c'était des militants woke qui leur reprochaient de ne pas être assez inclusifs, de ne pas être assez pro-trans, etc., etc. Désormais, il y a un mouvement anti-woke important dans l'opinion publique et les entreprises se retrouvent pris entre deux feux. Et donc, elles doivent essayer d'évaluer où est leur avantage et est-ce qu'elles ont vraiment intérêt à prendre position. De plus en plus d'entreprises se disent que si elles prennent position, elles auront des critiques des deux côtés, donc elles ont presque intérêt à ne pas prendre position. La deuxième chose, c'est, et excusez-moi, je vais encore très vite, je répondrai à d'autres questions si vous voulez, c'est la dynamique intersectionnelle du wokisme,
qui est une machine à fragmenter à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont jamais satisfaits. Un exemple, et ce n'est pas l'objectif d'une entreprise. L'entreprise, l'objectif, c'est qu'elle ait un marché le plus vaste possible. Là, on voit que petit à petit, on fragmente les marchés et ils sont de plus en plus étroits. Et donc, c'est exactement pas ce que cherchent les entreprises. Et ça a été le cas pour Disney, ça a été le cas pour Netflix. Ils se sont aperçus petit à petit qu'en investissant trop fortement ces dynamiques-là, ils perdaient des parts de marché. Et donc, Netflix, par exemple, a fait passer une circulaire à ses créateurs disant qu'il fallait veiller à ce que on parle au grand public et pas forcément qu'on essaye de séduire telle ou telle communauté. Enfin, dernière prise de conscience, c'est que les activistes woke sont toujours insatisfaits et ils sont jamais reconnaissants. Et donc les entreprises qui se lancent dans une course à la séduction finissent toujours par être attaquées quand même. Un des exemples qui est très intéressant, c'est peut-être ce qui s'est passé avec les Oscars à Hollywood. Il y a quelques années, les Oscars ont été attaqués par des militants woke qui considéraient que les Oscars étaient trop blancs, pas assez inclusifs. Et donc, l'Académie des Oscars a mis en place une charte pour faire en sorte que les Oscars répondent à plein de critères de façon à mieux représenter à la fois les différentes communautés ethniques et les différentes orientations sexuelles. Sauf que immédiatement après avoir fait cette charte-là, ils ont été attaqués par certains mouvements sur un concept parce que la machine woke invente toujours de nouveaux concepts qu'on appelle le colorisme et qui considère que l'objectif c'est pas simplement de représenter par exemple les noirs à l'écran, mais qu'il faut représenter tous les degrés de carnation et donc des blacks, des métis les plus clairs aux noirs les plus à la carnation la plus foncée et que malheureusement les Oscars n'ont pas pris ça en compte et que finalement il y a toute une partie des militants qui ne se sentaient pas reconnus. Netflix a été aussi attaqué sur la même selon les mêmes raisons. Donc cette triple prise de conscience fait que les entreprises se disent finalement on n'arrive jamais à assouvir la soif des militants woke, alors peut-être qu'on a plutôt intérêt à faire marche en arrière et à se concentrer sur nos intérêts et sur nos clients. Alors, comment ça se passe en France? Parce que ce pragmatisme américain, on n'en est pas autant pourvu. En France, on aime un peu plus qu'aux États-Unis les débats intellectuels, on est un peu plus idéologique qu'aux États-Unis, et donc comment ça se passe en France? Effectivement, le terreau propice pour le wokisme est important en France. D'abord, comme je l'ai rappelé en introduction, parce que en réalité, une des racines du wokisme est française. Et donc, il y a beaucoup des concepts qui entrent en résonance avec une grande partie de notre vie intellectuelle de ces dernières années. Notamment, un des vecteurs du wokisme, c'est la repentance, c'est la haine de soi, c'est la critique de notre modèle de société. Et tout ça, on peut dire qu'en France, on l'a depuis très longtemps. Et donc, ce terrain propice fait que le wokisme se développe encore beaucoup en France. Alors, il y a quand même quelques petites choses positives, c'est qu'on voit que l'universalisme, notre aspiration à l'universalisme, qui est d'ailleurs assez peu compris par les mouvements américains, reste encore aujourd'hui une des choses qui nous a évité certaines dérapages woke les plus importants. On a encore une partie de l'opinion qui reste attachée à cet universalisme, même si, justement, les mouvements woke vont attaquer l'universalisme de façon très importante. Pour eux, l'universalisme est une forme du racisme systémique. Considérer que certaines valeurs sont universelles, considérer que tous les hommes se valent, pour eux, c'est du racisme parce que ça permet de faire en sorte de considérer que on n'a pas à privilégier certaines communautés racisées. Et donc, l'universalisme est aujourd'hui considérablement attaqué. Mais ça reste une valeur
forte en France qui a jusqu'à présent été un des moyens d'éviter que certaines entreprises, notamment, se lancent de façon trop importante dans le wokisme. En France, par contre, la réaction qui a été très forte, comme je vous le disais, aux États-Unis, elle est encore assez faible. Il y a très peu de mouvements qui considèrent que le wokisme est un réel danger, parce que beaucoup de ce qui se passe en France, on n'a pas réussi encore à comprendre que tout était lié et que c'était lié à cette offensive woke. Alors, il y a quand même certaines choses. Alors, l'Observatoire du wokisme et le CERU sont depuis plusieurs années euh, très attachés à ce combat-là. Et récemment, vous pourrez trouver sur le site de l'Observatoire du wokisme un index du wokisme en entreprise. Et l'objectif, c'est justement de vous faire comprendre que effectivement, le wokisme en France, c'est d'abord quelque chose qui s'est développé dans les universités, qui est repris par des mouvements militants, je pense à LFI, je pense au mouvement écolo, mais on le retrouve aussi dans certaines entreprises. Sur le site de l'Observatoire, vous pourrez aller voir, il y a un peu plus de 80 entreprises qui sont analysées, où on regarde quels sont le degré d'influence du wokisme en leur sein. Il y a un classement qui va de rouge à très influencé par le wokisme à vert, où les entreprises restent plutôt attachées aux valeurs universelles. Mais on a par exemple Carrefour, où le PDG de Carrefour va dire dans une interview qu'il regrette qu'en France, on n'ait pas de statistiques ethniques, parce que ça lui permettrait de mettre en place des quotas lors de recrutement. Vous avez Sephora qui va faire deux choses. Sephora, elle va mettre en place aux États-Unis un programme qui s'appelle 15%, 15% Pledge, et qui fait que elle oblige à ce que 15% des produits qui sont vendus dans ces magasins aient été produits par des firmes qui appartiennent à des Noirs américains. Ça, c'était pour eux un moyen de répondre justement au mouvement Black Lives Matter. Vous avez des mouvements comme Ubisoft qui vont aller très loin dans la défense des mouvements LGBT, qui vont faire en sorte que certains de leurs produits, alors Ubisoft, ça produit essentiellement des jeux vidéo, mais vont mettre des personnes transgenres dans les jeux vidéo. Vous avez Adidas, dont une des firmes est Reebok, et Reebok va aller jusqu'à financer des études pour qu'on travaille sur le racisme systémique. Et vous avez sur notre site beaucoup d'autres entreprises comme ça, je pourrais y revenir si vous voulez, qui montrent effectivement qu'il y a un danger assez important là-dessus. Alors pour conclure, avant de répondre à vos questions, il y a quand même en France en tout cas quelque chose qui est assez intéressant et qui peut nous permettre d'avoir un tout petit peu d'espoir, c'est que plus les concepts woke sont connus, moins ils sont acceptés. Il y a un sondage qui a été fait par IFOP et Havas en mars 2023 et qui montre que entre 2023 et 2021, les concepts woke ont vu leur notoriété considérablement augmenter. Par exemple, euh, les études de genre, le concept d'études de genre en 2023, il y a 65% des gens qui savent ce que c'est plus 12 points. Le privilège blanc, 58% des gens en ont entendu parler, c'est plus 11 points. L'appropriation culturelle, 56% des gens en ont entendu parler, c'est plus 11 points. La masculinité toxique, 51% des gens en ont entendu parler, c'est plus 13 points. Mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps que ces concepts sont de plus en plus connus, on voit que certains de ces concepts voient leur taux d'adhésion chuter. La cancel culture, l'écriture inclusive, la discrimination positive, par exemple, gagnent en notoriété. Mais leur approbation s'essouffle. Les chiffres montrent, par exemple, que la cancel culture a chuté de 43% en 2021 à 30%, et l'écriture inclusive a chuté de 43% à 30%, et la discrimination positive de 30% à 20%. Donc tout ça montre qu'il y a quand même un chemin qui montre que peut-être aussi en France, on pourrait avoir, si l'information était mieux partagée, un réveil anti-woke qui éviterait de subir toutes les dérives qu'on a vécues aux États-Unis.
Malgré tout, tout ça va demander un petit peu de temps et beaucoup d'énergie. Et c'est le travail qu'on fait aujourd'hui un peu avec vous au CERU et qu'on fait aussi avec l'Observatoire du wokisme et cet index du wokisme que je vous invite à suivre et à partager.